cette lecture ce soir, elle a pu se faire aussi en partenariat avec la communauté de communes. Là qu'on a pu faire venir Didier Vasselet. Voilà, donc je vous laisse bonne écoute et à bientôt, à tout à l'heure. Ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on y était plus d'1 millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage, et les émigrants et d'autres gens bizarres, et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là en train de manger, ou de se promener simplement sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan et il la voyait. Alors il s'immobilisait là sur place et son cœur battait en explosé. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres et il criait « L'Amérique !» Celui qui est le premier à voir l'Amérique, sur chaque bateau il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non. Ni même une question de bonne vue. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang, et puis de là au cerveau, puis sur la langue, et puis dans ce cri. « L'Amérique !» Elle était déjà là, dans ses yeux d'enfant, déjà là tout entière, l'Amérique. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boonmante dell'Emon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an, d'Europe jusqu'en Amérique et retour, toujours à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Les chiottes, elles ne bougeaient pas, mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre, mais de l'océan, non. J'y suis monté, moi, j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, jouer de la trompette. Alors, quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas sur le port, je me suis mis sur les rangs avec ma trompette, janvier 1927. Des musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais. Et je me suis mis à jouer. Lui, il est resté là à me fixer, pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'ai fini sans dire un seul mot et puis il m'a demandé « C'était quoi ?» Je sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Quand tu sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Puis il a fait un truc bizarre avec la bouche, peut-être un sourire, et il en raffole de cette musique là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau, et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagé. On jouait 3-4 fois par jour, d'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes, et de temps en temps on allait voir ces miséreux des migrants, et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme, comme ça nous venait. Et quelquefois, eux aussi, ils jouaient avec nous. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser. On jouait du ragtime parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde, sur laquelle Dieu danserait s'il était nègre. Ah, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds, dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'inimitable, de l'immensément grand, Atlantic Jazz Band. À la clarinette, Sam Sleepy Washington,
Au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Tooney. Trombone, Jim Bresgaloup. À la guitare, Samuel Hawkins. Et enfin, au piano, Danny Boonman, Tede Lemon Novecento. Le plus grand. Il était vraiment le plus grand. Nous, on jouait de la musique, lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à le jouer. Ok? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus. Danny Boonman, Tede Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe. Sur une bombe, sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite. Oh, une longue histoire. Il disait, tu n'es pas vraiment fichu tant qu'il te reste une bonne histoire et quelqu'un qui l'a racontée. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Une histoire dingue, à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau parce que j'étais son meilleur ami. Cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là, limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l'être quand elle était jouée au beau milieu de l'océan par le piano magique de Danny Boonman, Tede Lemon Novecento. C'est un marin appelé Danny Boonman qui l'avait trouvé. Il le trouva un matin, alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il ne pleurait même pas. Il restait là sans faire de bruit, les yeux ouverts dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Ils accouchent à la sauvette, quelque part sur le pont, et ils laissent le gosse là. Pas qu'il soit méchant, non, mais c'est la misère noire. Un peu comme pour leurs habits. Ils montaient à bord avec des pantalons tout rapiécés au cul, chacun avec ses habits qui craquaient de partout, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre, tous bien habillés, avec même une cravate, les hommes et les femmes, des genres de chemises blanches. Ça, ils savaient faire. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu ne retrouvais même plus un rideau, plus un drap, rien. Ils s'étaient fait le beau costume pour l'Amérique et à toute la famille. Tu pouvais rien leur dire. Bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi par-dessus un mouflet, autrement dit une bouche de plus à nourrir, et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors il le laissait sur le bateau. C'est ce qui avait dû arriver pour ce mouflet-là. Il s'était fait ce raisonnement. Si on le laisse sur le piano à queue dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un Rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un bon plan qui marchait à moitié. Rupin, il ne le fut pas, mais pianiste, oui. Et le plus grand, je le jure, le plus grand. Bref, le vieux Boonman le trouva là et chercha quelque chose disant qui il était. Mais il ne trouva qu'une inscription sur le carton de la boîte, imprimée à l'encre bleue, Tede Limoni. Il y avait même une espèce de dessin avec un citron, bleu lui aussi. Danny, c'était un nègre de Philadelphie, un géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon ». Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha, quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Pendant tout le reste de sa vie, il continua à prétendre que Tede, ça voulait dire évidemment « Thanks, Danny ». Merci, Danny. C'était absurde, mais il y croyait. Ce môme, on l'avait laissé là pour lui, il en était sûr. Un jour, quelqu'un lui apporta un journal où il y avait une réclame, et un type avec une tête d'imbécile et des moustaches fines, et un citron dessiné. Et ce qu'il y avait décrit à côté, c'était « Tano D'Amato, le roi des citrons, Tano D'Amato, le citron des rois ». Il s'est fait donner le journal, parce qu'à côté de la réclame, il y avait les résultats des courses. Il n'y jouait pas aux courses. C'était les noms des chevaux qui lui plaisaient, seulement ça.
c'était une vraie passion. Il te disait toujours: oh, écoute, celui-là, il a couru hier à Cleveland, écoute, ils l'ont appelé Cherche embrouille. Non, mais tu te rends compte, c'est pas Dieu possible. Ah, et celui-là, regarde, peut mieux faire. Et c'est pas à crever de rire. Il aimait ça, les noms des chevaux. Alors, lequel avait gagné, il s'en comprenait complètement. Ce qui lui plaisait, c'était les noms. Cet enfant-là, il a commencé par lui donner le sien de nom, Danny Boonman, puis il a ajouté Teddy Lemon, exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton, parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. Ce qui donna Danny Boonman Teddy Lemon. Un beau nom, finit par dire le vieux Boonman, mais il lui manque quelque chose, il lui manque un grand final. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non? On va l'appeler Novecento. 1900. Novecento. Mais c'est un chiffre. C'était un chiffre. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boonman Teddy Lemon Novecento, c'est parfait, c'est magnifique, un sacré grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boonman Teddy Lemon Novecento les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Danny Boonman resta encore marin pendant 8 ans, 2 mois et 11 jours. Puis pendant une tempête au beau milieu de l'océan, il se prit en plein dos une poulie devenue folle. Il mit 3 jours à mourir. Il était tout cassé à l'intérieur, impossible de le réparer. Novecento était un gamin à l'époque. Il s'assit à côté du lit de Danny et n'en bougea plus. Il avait une pile de vieux journaux et il passa ces 3 jours en se donnant un mal de chien à lire au vieux Danny qui était en train de casser sa pipe tous les résultats des courses qu'il trouvait. Il mettait les lettres ensemble, comme Danny lui avait appris, le doigt posé sur le papier du journal. Il ne lisait pas vite, mais il lisait. C'est ainsi que le vieux Danny mourut sur la 7e course de Chicago, remporté de 2 longueurs par eau potable sur minestrone et de 5 sur fond de thym bleu. Il faut dire qu'en entendant ces noms-là, il n'avait pas pu s'empêcher de rire, et en riant, il passa l'arme à gauche. On l'enveloppa dans une grande toile et on le rendit à l'océan. Sur la toile, à la peinture rouge, le capitaine écrivit « Thanks, Danny ». Et c'est ainsi que brusquement, Novecento devint orphelin pour la 2e fois. Il avait 8 ans et derrière lui déjà une 50aine d'allers-retours Europe-Amérique. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. Il avait aperçu, bien sûr, depuis les ports, mais y descendre, jamais. Il faut dire que Danny avait peur qu'on lui prenne avec les histoires de papier, de visa, ce genre de choses. Si bien qu'à chaque fois, Novecento, lui, il restait à bord. Et puis, au bout d'un certain temps, on repartait. À dire précisément, Novecento, pour le monde, il n'existait même pas. Il n'avait pas de patrie, il n'avait pas de date de naissance, il n'avait pas de famille. Il avait 8 ans, mais officiellement, il n'était pas né. Et ça ne pourra pas continuer longtemps, cette histoire, disaient quelquefois les autres à Danny. Et en plus, c'est contre la loi. Mais Danny avait une réponse qui ne faisait pas un pli. Au cul, la loi, il disait. On ne peut plus réellement discuter à partir de là. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée pendant laquelle Danny était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires et demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais le second ne put le trouver. Ils le cherchèrent dans tout le bateau pendant 2 jours, rien. Il avait disparu. Cette histoire, personne ne la digérait vraiment parce qu'il s'était habitué à ce gamin sur le Virginian. Et personne n'osait en parler, mais c'est vite fait de se jeter du haut de la rambarde. Et la mer, elle fait ce qu'elle veut. Si bien qu'ils avaient tous la mort dans l'âme quand le bateau est reparti 22 jours plus tard pour Rio de Janeiro, sans que Novecento soit réapparu et sans aucune nouvelle de lui. Comme chaque fois, au moment du départ, les serpentins, les sirènes, les feux d'artifice. Mais cette fois-là, c'était différent. Il perdait Novecento, et c'était pour toujours. La seconde nuit de la traversée, Barry, le maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant et le réveilla en disant qu'il fallait absolument qu'il vienne voir.
Le commandant jura, mais à la voir. Salle de bal des premières, lumière éteinte, des silhouettes en pyjama debout à l'entrée, passagers tirés de leur cabine, et aussi des marins et 3 gars tout noirs montés de la salle des machines, et même Truman, le radio, silencieux tous à regarder Novecento. Il était assis sur le tabouret du piano, les jambes pendantes, elles ne touchaient même pas le sol, et aussi vrai que Dieu est vrai, il était en train de jouer. Il jouait je ne sais quel diable de musique, petite mais belle. Pas de trucage, c'était vraiment lui qui jouait. C'était ses mains à lui sur ce clavier. Et il fallait entendre ce qui en sortait. Il y avait une dame en robe de chambre rose avec des espèces de pinces dans les cheveux, le genre bourré de fric, une américaine mariée avec un assureur. Eh bien, elle avait de grosses larmes, ça coulait sur sa crème de nuit. Elle regardait et elle pleurait, elle ne pouvait plus s'arrêter. Quand elle vit le commandant à côté d'elle, bouillant de surprise, elle montra le piano et en reniflant, elle demanda « S'appelle comment ?»« Novecento. »« Pas la chanson, le petit garçon ?»« Novecento. »« Ah, comme la chanson ?» C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Surtout quand il vient de découvrir qu'un gosse qu'on croyait mort non seulement était vivant, mais avait entre-temps appris à jouer du piano. Il planta là la grosse dame riche avec ses larmes et traversa toute la salle d'un pas décidé en pantalon de pyjama et veste d'uniforme déboutonnée. Il ne s'arrêta qu'arrivé près du piano. Il y en avait beaucoup des choses qu'il aurait voulu dire à cet instant-là, entre autres. « Où tu as appris, bordel ?» ou « Où diable est-ce que tu t'étais fourré ?» Mais, comme beaucoup d'hommes habitués à vivre en uniforme, il avait fini par penser également en uniforme. C'est pourquoi il dit « Novecento, tout ceci est absolument contraire au règlement. » Novecento s'arrêta de jouer. C'était un petit garçon qui parlait peu mais apprenait vite. Avec douceur, il regarda le commandant et il lui dit « Aucun règlement. » Première traversée, première tempête, la poisse. J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire de Virginia. À croire que ça ne s'arrêterait jamais. Le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette, histoire de ne pas compliquer les choses, et puis rester sur sa couverture, bien tranquille. Mais moi, je ne pouvais pas. Je ne voulais pas crever comme un rat. Alors, je suis sorti de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci, de là. Je ne savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. Des vraies villes flottantes, ces machins. Bref, ça n'a pas fait un pli. À force de me cogner dans tous les coins et de prendre des couloirs au hasard, j'ai fini par me perdre. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type tout élégant, habillé de noir, et qui marchait tranquillement, pas du tout l'air perdu. On aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Il avait 27 ans à l'époque, mais il paraissait plus âgé. Je le connaissais à peine. On avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Je ne savais même pas où était sa cabine. Bien sûr, les autres m'avaient un peu parlé de lui, ils racontaient des drôles de choses. Ils disaient « Novecento, il n'est jamais descendu. Il est né sur le bateau et depuis il y est resté, toujours, 27 ans sans mettre pied à terre. » Il disait aussi qu'il jouait une musique qui n'existait pas. Moi, ce que je savais, c'était que chaque fois qu'on s'apprêtait à jouer dans la salle de bal, Fritz Hermann, un blanc qui ne comprenait rien à la musique, mais qui avait une belle gueule, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dirigeait l'orchestre, s'approchait de lui et lui disait tout bas « Novecento, s'il te plaît, que les notes normales, d'accord ?» Novecento faisait oui de la tête et il jouait les notes normales, en regardant fixement devant lui, jamais un regard pour ses mains, comme s'il était complètement ailleurs. Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit et il me dit « Viens ». Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette
rencontre au beau milieu d'un ouragan un gars qui lui dit « Viens ». Le gars qui joue de la trompette, il y va. Lui, il marchait. Moi c'était un peu différent. Je n'avais pas une aussi belle allure, mais bon, on finit par arriver jusqu'à la salle de bal, et puis balloter de ci, de là, enfin surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds. On arrive près du piano, personne aux environs, il fait presque noir, juste quelques petites lueurs ici ou là. Novecento me montra les pieds du piano. Enlève les cales, il me dit. Le bateau dansait, que c'en était un plaisir, tu tenais à peine debout, et ça n'avait aucun sens de débloquer ses roulettes. Si tu as confiance en moi, enlève-les. Mais il est fou ce type, j'ai pensé. Et je les ai enlevés. Maintenant, viens t'asseoir ici, me dit alors Novecento. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Vraiment, je n'y comprenais rien. J'étais là à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir, dans la tempête jusqu'au cou, et avec ce dingue en plus assis sur son tabouret, autre fichu savon, et ses mains immobiles sur le clavier. Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assieras jamais, dit le dingue en souriant. Ok, ok, tant qu'à être dans la merde, autant sauter à pieds joints, non? Je m'y assois, ok, sur ton connard de tabouret, ça y est, j'y suis. Et maintenant? Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. À présent, personne n'est obligé de le croire. Mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal, et nous derrière lui, avec Novecento qui jouait sans détacher son regard des touches. Il avait l'air ailleurs, et le piano suivait les vagues. Il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même, et filait droit sur les baies vitrées, puis à un cheveu de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement dans l'autre sens. Je veux dire, c'était comme si l'océan le berçait et nous avec. Moi, j'y comprenais rien, et Novecento, lui, il jouait, il continuait à jouer, et c'était clair que ce piano, il ne se contentait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez, avec les touches, avec les notes, je ne sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait, ce piano. C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, des danseurs fous et parfaits, emportés dans une valse lente, sur le parquet doré de la nuit. Oh, yes! Attention! Attention! Freine! La baie! Freine! Oh mon Dieu! Quand la tempête fut terminée, le commandant nous dit « Nom d'un diable tous les deux! Vous descendez illico dans la salle des machines et vous y restez. Sinon je vous tue de mes propres mains, et que ce soit bien clair, vous paierez tout jusqu'au dernier centime, même si vous devez travailler toute votre vie, aussi vrai que ce bateau s'appelle le Virginian, et que vous êtes les deux plus grands imbéciles qui aient jamais traversé l'océan. » Et cette nuit-là, dans la salle des machines, c'est là que Novecento et moi, on est devenus amis, à la vie, à la mort, pour toujours. Notre temps passa à calculer ce que ça pouvait faire en dollars, tout ce qu'on avait cassé, et plus ça chiffrait, plus on riait. Quand j'y repense, je crois bien que c'était ça, être heureux, ou ça y ressemblait. Ce fut cette nuit-là que je lui demandais si elle était vraie, cette histoire, l'histoire de lui et du bureau, qu'il était né sur ce bateau et tout le reste, si c'était vrai qu'il n'était jamais descendu. Et il me répondit « Oui, mais vrai, vraiment, vrai, vraiment. » À ce moment-là, ce que j'ai senti en moi pendant un instant, sans savoir pourquoi, ça a été un frisson, mais c'était un frisson de peur. De peur. Un jour, j'ai demandé à Novecento à quoi diable il pensait quand il jouait, et ce qu'il regardait, les yeux toujours droits devant lui, où il s'en allait finalement dans sa tête pendant que ses mains se promenaient toutes seules sur les touches. Et il m'a répondu « Aujourd'hui, je suis allé dans un pays très beau. Les femmes avaient des cheveux parfumés, il y avait de la lumière partout, et c'était plein de tigres. Il voyageait, quoi. Et chaque fois, il allait dans un endroit différent,
en plein centre de Londres, dans un train au milieu de la campagne, sur une montagne si haute que la neige t'arrivait à la taille, ou dans la plus grande église du monde. Il voyageait. Il voyageait. Le plus difficile à comprendre, c'était comment il pouvait savoir à quoi ça ressemblait une église, et la neige et les tigres. Enfin, je veux dire, il n'en était jamais descendu de ce bateau, pas une seule fois. C'était absolument vrai. Et toutes ces choses-là, pourtant, c'était comme s'il les avait vues. Novecento, tu lui disais, ben, une fois j'ai été à Paris, et il te disait, ah, ce que j'aime là-bas, c'est attendre le coucher du soleil en me baladant sur le pont Neuf. Et quand les péniches passent, m'arrêter et les regarder d'en haut et leur faire un signe de la main. Mais tu y es déjà allé à Paris, Novecento? Non. Alors, c'est-à-dire, si. Et comment ça, si? Ah, Paris. Tu pouvais te dire qu'il était fou. Mais ce n'était pas si simple. Quand un type te raconte avec une précision absolue quelle odeur il y a sur Bertham Street l'été, quand la pluie vient juste de s'arrêter, tu ne peux pas te dire qu'il est fou pour la seule et stupide raison qu'il n'est jamais allé sur Bertham Street. Lui, dans les yeux de quelqu'un, dans les paroles de quelqu'un, cet air-là, l'air de Bertham Street, il l'avait respiré, vraiment. À sa manière, peut-être, mais vraiment. Le monde, il ne l'avait peut-être jamais vu, mais ça faisait 27 ans que le monde y passait sur ce bateau. Et ça faisait 27 ans que Novecento, sur ce bateau, le guettait et lui volait son âme. Il avait du génie pour ça. Il savait écouter et il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde peut le faire. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Les signes que les gens emportent avec eux, les endroits, les bruits, les odeurs, leur terre, leur histoire. Et puis, il la lisait, et avec un soin infini, chaque jour, il ajoutait un petit quelque chose à cette carte immense qui se dessinait peu à peu dans sa tête, la carte du monde tout entier. Et ensuite, il voyageait dessus, comme un dieu, pendant que ses doigts se promenaient sur les touches en caressant les courbes du ragtime. Il m'a fallu des années, mais j'ai fini un jour par prendre mon courage à deux mains et je lui ai posé la question. Nom de Dieu, Novecento, pourquoi est-ce que tu ne descends jamais, même une fois, rien qu'une? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le voir, le monde, de tes propres yeux? Pourquoi est-ce que tu restes dans cette prison flottante quand tu pourrais être sur ton pont Neuf, à regarder les péniches? Tu pourrais faire ce que tu veux, tu joues du piano comme un dieu, ils seraient tous dingues de toi. Tu te ferais un paquet de fric, tu pourrais te choisir la plus belle maison qui soit, tu pourrais même t'en faire une en forme de bateau. Nom de Dieu, tu ne peux pas continuer toute ta vie à traverser dans les deux sens comme un con. T'es pas un con, tu es grand, et le monde est là, il y a juste cette foutue passerelle à descendre, juste quelques petites marches de rien, mais il y a tout, nom de Dieu, au bout de ces quelques marches. Pourquoi tu continues au lieu de descendre de ce machin, au moins une fois, rien qu'une? Novecento, pourquoi tu ne descends pas? Pourquoi? Pourquoi? Ce fut durant l'été de 1931 que Jelly Roll Morton monta sur le Virginian. Tout habillé de blanc jusqu'au chapeau et avec un gros diamant au doigt. Alors lui, c'était un type, quand il faisait des concerts, il écrivait sur les affiches « Ce soir, Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz ». Ce n'était pas juste une manière de dire, il en était convaincu, l'inventeur du jazz. Il jouait du piano, toujours un peu assis de trois quarts et avec deux mains comme des papillons, ultra légères. Il avait commencé dans les bordels à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour et ils ne voulaient pas entendre du bastringue. Eux, ils voulaient une musique qui sache se glisser derrière les tentures et sous les lits, sans déranger. Lui, il leur jouait cette musique-là, et pour ça, vraiment, c'était le meilleur. Un jour, quelque part, il entendit parler de Novecento. Quelqu'un a dû lui dire un truc dans ce genre. « Oh, celui-là, c'est le plus grand pianiste du monde !» Il n'avait jamais joué une seule note en dehors du Virginian, Novecento. Mais pourtant, à sa manière, c'était un personnage célèbre, une petite légende.
Ceux qui descendaient du bateau parlaient d'une musique bizarre et d'un pianiste. On aurait dit qu'il avait 4 mains tellement il jouait de notes. Bref, quelqu'un alla trouver Jelly Roll Morton et lui dit « Il y a un type sur ce bateau, au piano il fait ce qu'il veut. S'il a envie, il joue du jazz, mais s'il n'a pas envie, il te joue un truc, c'est comme 20 jazz à la fois. » Jelly Roll Morton avait un fichu caractère, tout le monde le savait. Il dit « Et il ferait comment pour savoir jouer un type qui a même pas assez de couilles pour descendre d'un foutu bateau ?» Et le voilà parti à rire comme un malade, lui, l'inventeur du jazz. Les choses auraient pu en rester là. Sauf qu'un gars a ajouté « Tu fais bien de rire, parce que ce type-là, le jour où il descend, tu repars jouer dans les bordels. Dans les bordels !» Jelly Roll s'arrêta de rire. Il sortit de sa poche un petit pistolet à crosse de nacre, le pointa sur la tête du gars qui avait parlé, mais ne tira pas, et lui dit « Il est où ce foutu bateau ?» Son idée, c'était un duel. Ça se faisait à l'époque. Les gars se défiaient à coups de morceaux de bravoure, et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Des histoires de musiciens, pas de sang, mais un sacré paquet de haine, à fleur de peau, musique et alcool. Ça pouvait durer toute la nuit quelquefois. C'était son idée à Jelly Roll Morton, pour en finir une fois pour toutes avec cette histoire de pianiste sur l'océan. Le problème, c'était que Novecento, lui, ne jouait jamais dans les ports, et ne voulait pas y jouer. Un port, c'est déjà un peu la terre, et ça ne lui plaisait pas. Il jouait où ça lui plaisait, et ce qui lui plaisait, c'était le milieu de la mer. Quand la terre n'est déjà plus que des lumières au loin, ou un souvenir, ou un espoir. Jelly Roll Morton jura tant qu'il put, mais finit par payer de sa poche un billet aller-retour pour l'Europe et monta sur le Virginian, lui qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau, sauf ceux qui descendent le Mississippi. « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite de toute ma vie, » déclara-t-il entre deux jurons aux journalistes qui allèrent lui dire au revoir sur le quai 14 dans le port de Boston. Puis il s'enferma dans sa cabine et attendit que la terre devienne des lumières au loin et un souvenir et un espoir. On ne peut pas dire que Novecento s'intéressait beaucoup à cette histoire. D'ailleurs, il ne comprenait pas vraiment un duel. Et pourquoi? Mais ça l'intriguait, il avait bien envie d'entendre comment diable il pouvait jouer, l'inventeur du jazz. À mon avis, il disait pas ça pour plaisanter, il y croyait vraiment que Jelly Roll était l'inventeur du jazz. Il se disait qu'il allait apprendre quelque chose. Il était comme ça, Novecento, un peu comme le vieux Danny. Il n'avait aucun sens de la compétition, ça lui était complètement égal de savoir qui gagnait. C'était le reste qui l'étonnait, tout le reste. À 21h37, le deuxième jour de navigation, avec le Virginian lancé à 20 nœuds sur sa route vers l'Europe, Jelly Roll Morton se présenta dans la salle de bal des premières classes. Extrêmement élégant, tout habillé de noir. Chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Les danseurs s'immobilisèrent, nous à l'orchestre on posa nos instruments, le barman servit un whisky, les gens firent silence. Jelly Roll prit le whisky, s'approcha du piano et regarda Novecento dans les yeux. Il ne dit rien, mais on entendit « Bouge-toi ». Novecento se bougea. « Vous êtes celui qui a inventé le jazz, c'est ça ?»« Ouais. Et toi, t'es celui qui peut pas jouer sans l'océan sous les fesses, c'est ça ?»« Ouais. » Les présentations étaient faites. Jelly Roll s'alluma une cigarette, la posa en équilibre sur le bord du piano, s'assit et commença à jouer. Ragtime. Mais comme une chose qu'on n'aurait jamais entendue avant. Il ne jouait pas, il glissait. C'était comme une combinaison de soie qui glisserait doucement le long du corps d'une femme, mais en dansant. Il y avait tous les bordels de l'Amérique dans cette musique, mais les bordels de luxe, ceux où même les filles du vestiaire sont belles. Jelly Roll termina en brodant de petites notes invisibles, tout là-haut, à la fin du clavier, comme une petite cascade de perles tombant sur un sol de marbre. La cigarette était toujours là, à moitié consumée, mais avec la cendre encore tout accrochée, comme si elle avait préféré ne pas tomber pour ne pas faire de bruit. Jelly Roll prit la cigarette au bout des doigts,
et la cendre resta accrochée, elle ne voulait toujours pas tomber. Il se leva, l'inventeur du jazz, il s'approcha de Novecento, lui mit sa cigarette sous le nez, avec sa jolie cendre bien droite, et lui dit « À ton tour, marin ». Novecento sourit. Il s'amusait bien. Sans blague, il s'assit au piano et fit la chose la plus stupide qu'il pouvait faire. Il joua « Reviens mon petit canard ». Une chanson d'une imbécilité sans fin, un truc de môme. Il l'avait entendu chanté par un immigrant des années auparavant et ça ne lui était plus sorti de la tête. Il avait beaucoup d'amour pour cette chanson. Je ne sais pas ce qu'il lui trouvait, mais il l'aimait. Il la trouvait terriblement émouvante. Évidemment, c'était difficile d'appeler ça un morceau de bravoure. Il jouait avec ça avec un peu d'effet de basse et un écho quelque part, en rajoutant 2-3 fioritures à lui. Mais bon, c'était une chanson stupide et ça allait rester. Jelly Roll faisait la tête du type à qui on a volé tous ses cadeaux de Noël. Avec 2 yeux de loup, il foudroya Novecento et se rassit au piano. Il envoya un blues à faire pleurer un mécano allemand. Tu aurais dit qu'il y avait tout le coton de tous les nègres du monde là-dedans et que lui, il était en train de le ramasser avec ces notes-là. Tout le monde se leva, ça reniflait, ça applaudissait. Jelly Roll n'esquissa même pas un salut, rien. On voyait qu'il en avait déjà plein les couilles de toute cette histoire. C'était à Novecento de jouer. Ça partait mal déjà, parce qu'en s'asseyant au piano, il avait 2 larmes grosses dans les yeux à cause du blues. Il était ému. La seule chose absurde, ce fut qu'avec toute cette musique qu'il avait dans la tête et dans les mains, qu'est-ce qu'il se met à jouer? Le blues qu'il venait d'entendre. C'était tellement beau, dit-il ensuite le lendemain pour se justifier. Il n'avait absolument pas la moindre idée de ce que c'était qu'un duel, mais alors pas la moindre. Il joua donc ce blues, et en plus dans sa tête, ça s'était transformé en une succession d'accords très lents. Lui, il jouait tout recroquevillé sur le clavier, en les dégustant l'un après l'autre, les accords, ces accords bizarres, des trucs dissonants. Mais lui, il les dégustait vraiment, les autres un peu moins. Quand il eut fini, on entendit même quelques sifflets. Ce fut alors que Jelly Roll Morton perdit définitivement patience. Il ne se dirigea pas vers le piano, il se jeta dessus. Entre ses dents, mais de manière à ce que tout le monde comprenne bien, il siffla quelques mots très clairs. Et maintenant, va te faire mettre, connard. Puis, il commença à jouer. Mais ce n'est pas jouer le mot. Un jongleur, un acrobate. Tout ce qu'il est possible de faire avec un clavier de 88 notes, il le fit à une vitesse hallucinante, sans se tromper d'une seule note, sans bouger un seul muscle de son visage. Ce n'était même plus de la musique, c'était de la prestidigitation. Les gens devinrent fous, ils criaient, ils applaudissaient. Ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Ça faisait un boucan. Tu te serais cru le jour de la fête nationale. Et dans tout ce boucan, je me retrouve avec Novecento qui me regardait. Il avait l'air le plus déçu du monde. Un peu étonné même, il me regarda et dit « Mais il est complètement con, ce type. » Il se pencha vers moi. « Donne-moi une cigarette. » Alors là, j'étais tellement ahuri que j'en ai pris une et je lui ai donné. Il ne fumait pas, Novecento. Il n'avait jamais fumé jusque-là. Il prit la cigarette, pivota sur ses talons et alla s'asseoir au piano. Il leur fallut un peu de temps pour comprendre dans la salle qu'il s'était assis et que si ça se trouve, il voulait peut-être même jouer. On entendit 2 ou 3 plaisanteries lourdes et des rires, quelques sifflets. Les gens sont comme ça, méchants avec ceux qui perdent. Novecento attendit patiemment qu'il se fasse une sorte de silence autour de lui, puis il lança un regard à Jelly Roll qui était là-bas, au bar, debout, en train de boire une coupe de champagne, et il dit tout bas « Tu l'auras voulu, pianiste de merde ». Puis il posa ma cigarette sur le bord du piano, éteinte, et il commença.
Le public avala tout ça sans respirer, en apnée, les yeux vissés sur le piano et la bouche ouverte comme de parfaits imbéciles. Et ils restèrent là sans rien dire, complètement éberlués, après cette dernière charge meurtrière d'accords qui avait l'air d'être jouée à 50 mains. On aurait cru que le piano allait exploser. Et dans ce silence de folie, Novecento se leva, prit ma cigarette, se pencha un peu vers le piano par-dessus le clavier et approcha la cigarette des cordes. Grésillement léger, il s'écarta et la cigarette était allumée. Je le jure, bel et bien allumée. Novecento la tenait à la main comme une petite bougie. Il ne fumait pas, il ne savait même pas la tenir entre ses doigts. Il fit quelques pas et arriva devant Jelly Roll Morton. Il lui tendit la cigarette. « Fume-la, toi. Moi, je ne sais pas fumer. » Ce fut à ce moment-là que les gens se réveillèrent du sortilège, et ce fut alors une apothéose de cris et d'applaudissements, un boucan énorme, on n'avait jamais vu ça, tout le monde qui hurlait, qui voulait toucher Novecento. Mais moi je le voyais, Jelly Roll Morton, au milieu de tout ça, qui fumait nerveusement cette maudite cigarette. Et à un moment, sa main de papillon se mit à trembler, mais à trembler vraiment. Elle tremblait tellement qu'à un moment, la cendre se détacha de la cigarette et tomba, d'abord sur le bel habit noir, puis doucement sur le soulier de droite, un soulier verni noir, brillant. Cette cendre comme un crachat blanc. Et lui, il regarda le soulier, le vernis et la cendre. Il tourna les talons et marchant doucement, posant un pied après l'autre, doucement pour que cette cendre ne bouge pas, il traversa la grande salle et disparut, lui et ses souliers vernis noirs, avec dessus ce crachat blanc qu'il emportait avec lui. Et ce qu'il y avait d'écrit là, c'était que quelqu'un avait gagné, et ce n'était pas lui. Jelly Roll Morton passa le reste du voyage enfermé dans sa cabine. À l'arrivée à Southampton, il descendit du Virginian. Le lendemain, il repartit pour l'Amérique, mais sur un autre bateau. Accoudé à la rambarde sur le pont des 3e classes, Novecento le vit descendre avec son beau costume blanc et toutes ses valises, de belles valises en cuir clair. Et je me souviens qu'il dit seulement « Et au cul aussi, le jazz ». Cherbourg, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago du Chili, New York, Liverpool, océan, plein milieu, c'est là, à ce moment-là que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire des tableaux, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années tout à coup, sans que rien ne se soit passé. Flam, il tombe. Dans le silence le plus total, sans que rien ne bouge autour, pas une mouche qui vole, et eux, flam. Pourquoi à ce moment-là et pas à un autre, on ne sait pas. Flam, incompréhensible. C'est une de ces choses, il ne faut pas trop y penser, sinon tu sors de là, t'es fou. Quand le tableau se décroche, quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus, quand tu ouvres le journal et tu lis que la guerre a éclaté, quand tu vois un train et tu te dis « je me tire », quand tu te regardes dans la glace et tu comprends que tu es vieux, quand Novecento sur l'océan en plein milieu leva les yeux de son assiette et me dit « à New York, dans 3 jours, je descends », j'en suis resté baba. Vlam! Un tableau, tu ne peux pas lui poser des questions, mais Novecento aussi. Je le laissais tranquille un moment, puis je commençais à le tanner. Je voulais comprendre pourquoi. Il y avait forcément une raison. Un type ne reste pas 32 ans sur un bateau, et puis tout à coup, un jour, il descend comme si de rien n'était, sans même dire pourquoi à son meilleur ami, sans rien lui dire du tout. Il y a quelque chose que je dois voir là-bas, il me fait. Et c'est quoi? La mer. La mer? La mer. Non mais ben voyons, t'aurais pu penser à tout sauf à ça. J'arrivais pas à le croire. Peut-être qu'il voulait se payer ma tronche. Enfin, ça fait 32 ans que tu la vois, la mer Novecento. D'ici, moi je veux la voir de là-bas. C'est pas la même chose. Bon Dieu de bon Dieu. Puis j'avais l'impression de parler avec un môme. Eh bien d'accord, tu attends qu'on soit arrivé au port, là tu te penches et tu la regardes bien. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Et qui t'a raconté ça?
C'était un dénommé Baster qui le lui avait raconté, Lynn Baster, un paysan, un de ceux qui travaillent comme des mules pendant 40 ans et n'ont jamais rien vu d'autre que leurs champs, et peut-être une ou deux fois la grande ville, les jours de foire. Sauf que ce paysan-là, la sécheresse lui avait tout pris. Sa femme était partie avec un prédicateur quelconque, et ses mômes, la fièvre, les lui avaient emportés tous les deux. Alors un jour, il avait pris ses affaires, et il s'était lancé à traverser toute l'Angleterre à pied pour aller jusqu'à Londres. Mais, comme les routes, ça n'était pas son fort, au lieu d'arriver à Londres, il s'était retrouvé dans un petit village, au milieu de nulle part, un endroit où, si tu continuais à marcher, pour finir, tout à coup, tu voyais la mer. Lui, il ne l'avait jamais vue, la mer, et ça l'avait foudroyé sur place. C'est ça qui l'avait sauvé, à l'en croire. Il disait, c'est comme un hurlement géant, mais qui ne s'arrêterait jamais de crier, et ce qu'il crie, c'est « Bande de cocus, la vie c'est quelque chose d'immense, vous allez comprendre ça, oui ou non? Immense !» Il n'y avait jamais pensé avant ce Lynn Baster, à tel point que dans sa tête, ce fut comme une révolution. Peut-être que Novechem, tout c'était pareil, peut-être que ça ne lui avait jamais traversé l'esprit, que la vie c'est quelque chose d'immense. Il s'en était douté peut-être, mais personne jamais ne le lui avait crié aussi fort, si bien que cette histoire de la mer, il se la fit raconter des milliers de fois par le dénommé Baster, et il finit par décider que lui aussi, il devait essayer. Je peux y rester encore des années sur ce bateau, sans que la mer me dise quoi que ce soit à moi, alors que là, je descends, je vis sur la terre, et de la terre, pendant quelques années, je deviens un type normal, et puis un jour, je m'en vais, j'arrive sur une côte, n'importe laquelle, je lève les yeux, je regarde la mer, et elle sera là, et je l'entendrai crier. Scientifique. La connerie la plus scientifique du siècle, ça me paraissait à moi. J'aurais pu lui dire, mais je ne l'ai pas dit. Ce n'était pas si simple. Il faut dire que je l'aimais bien, Novecento, et j'avais bien envie qu'un jour ou l'autre il descende, et qu'il joue pour les gens de la terre, et qu'il se marie avec une femme sympathique, et qu'il ait des enfants. Bref, toutes les choses de la vie, qui n'est peut-être pas immense, mais qui est belle quand même, si tu as de la chance et si tu as envie. Cette histoire, ça me semblait un vrai attrape-couillon, mais si ça pouvait aider Novecento à descendre, ça m'allait. Je lui dis que son raisonnement était correct, et que j'étais content, vraiment, et que j'allais lui offrir mon manteau en poil de chameau. Il aurait une sacrée allure là-dedans, quand il descendrait la passerelle avec ce manteau en poil de chameau. Lui, de son côté, il était quand même un peu ému. « Mais toi, tu viendras me voir, hein, sur la terre. » Bon Dieu, je t'avais une pierre là dans la gorge, vraiment comme une pierre. Ça me tuait de l'entendre parler comme ça. Et je me suis mis à rire du mieux que je pouvais et à lui dire que bien sûr j'irais le voir et on ferait courir son chien dans les champs et sa femme nous mettrait une dinde au four et je ne sais plus quelle connerie encore. Et lui il riait et moi je riais aussi. Mais à l'intérieur, on savait bien tous les deux que la vérité était différente, que la vérité c'était que tout serait fini. Ça devait arriver et ça arrivait maintenant. Danny Boudman Tedelemon Novecento allait descendre du Virginial dans le port de New York un jour de février. Après 32 années passées en mer, il allait descendre à terre pour aller voir la mer. Novecento, en haut de la passerelle du Virginial, manteau en poil de chameau, chapeau, grande valise. Il reste là quelques instants, immobile dans le vent, regardant devant lui. Il regarde New York. Puis, il descend la première marche, la deuxième, la troisième. Ce fut à la troisième marche qu'il s'arrêta. « Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as marché dans une merde ?» Finney O'Connor, un Irlandais qui ne comprenait foutre à rien, mais que ça n'empêchait pas d'être de bonne humeur toujours. Novecento immobile, un pied sur la deuxième marche et un pied sur la troisième. Il resta comme ça une éternité. Il regardait devant lui comme s'il cherchait quelque chose. Et il finit par faire une chose bizarre.
il enleva son chapeau, passa la main par-dessus la rampe et laissa tomber le chapeau. On aurait dit comme un oiseau fatigué. Il fit 2 ou 3 volutes dans les airs et tomba dans la mer. Il flottait. Quand on a relevé les yeux vers la passerelle, ça a été pour voir Novecento avec mon manteau en poil de chameau, qui remontait ses 2 marches en tournant le dos au monde, avec un drôle de sourire sur le visage. En 2 pas, il avait disparu à l'intérieur du navire. Ce qu'il avait vu du haut de cette maudite 3e marche, il n'a pas voulu me le dire. Ce jour-là, et pendant les 2 traversées qu'on a faites encore après, Novecento restait un peu bizarre, il parlait moins que d'habitude. Les choses continuèrent ainsi pendant quelques mois. Puis un jour, Novecento entra dans ma cabine et me dit « Merci pour le manteau, il m'allait drôlement bien. Dommage, j'aurais eu une sacrée allure avec, mais ça va beaucoup mieux maintenant, c'est passé. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux, je ne le serai plus jamais. » Bon, quant à moi, je n'étais pas certain qu'il ait jamais été malheureux. Il avait l'air au-dessus de tout, il avait l'air intouchable, lui et sa musique. Le reste, ça comptait pas. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux, je ne le serai plus jamais. Il n'avait pas l'air du gars qui plaisante en disant ça, mais l'air de celui qui sait très bien où il va. C'était comme quand il s'asseyait au piano et qu'il commençait à jouer, aucune hésitation dans ses mains. Les touches semblaient les attendre depuis toujours, ces notes. On avait l'impression qu'il inventait dans l'instant, mais ces notes-là, quelque part dans sa tête, elles étaient écrites depuis toujours. Moi, je suis descendu du Virginian le 21 août 1933. J'y étais monté 6 années plus tôt, mais ça me paraissait une vie entière. J'en suis descendu pour toujours. J'en avais fini avec l'océan. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimé, sauf que je n'arrivais pas vraiment à penser que ça pouvait durer toujours. Si tu es un marin, c'est différent, ta place est sur la mer, tu peux y rester jusqu'à ce que tu crèves, pas de problème. Mais un type qui joue de la trompette, que tu rentres chez toi tôt ou tard, c'est juste. Et tôt, c'est encore mieux, j'ai dit à Novecento. On voyait bien qu'il n'avait aucune envie de me voir descendre cette passerelle pour toujours. Le dernier soir, on était en train de jouer pour les habituels connards des premières, et le moment de mon solo arriva. Je commençais donc à jouer, et après quelques notes, j'entends le piano qui s'en vient avec moi, tout bas avec douceur, mais il jouait avec moi. On continua comme ça tous les deux, et moi, bon Dieu, je jouais du mieux que je pouvais, avec Novecento derrière moi qui me suivait partout, comme lui seul savait le faire. Les autres nous ont laissé continuer un petit bout de temps, ma trompette et son piano, pour la dernière fois, à nous dire toutes les choses qu'on ne peut jamais se dire avec les mots. Autour de nous, les gens continuaient à danser, ils ne s'étaient aperçus de rien. Peut-être qu'un type a juste dit à un autre « T'as vu celui qui est à la trompette? C'est rigolo. Regarde-le, celui qui est à la trompette. Il joue, et pendant ce temps, il pleure. » Ce qui s'est passé après, une fois débarqué, c'est une autre histoire. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien si cette fichue guerre n'était pas venue se mettre en travers. Moi, je savais jouer de la trompette. C'est étonnant à quel point ça peut être inutile quand la guerre est là, collé à tes basques, à pas vouloir te lâcher. Pour ce qui est du Virginian et de Novecento, je n'en ai plus entendu parler pendant des années. Ce n'est pas que j'avais oublié. J'ai continué à me souvenir de lui et je me demandais sans cesse qu'est-ce qu'il ferait Novecento s'il était là? Qu'est-ce qu'il dirait? Au cul la guerre, il dirait. Ça allait tellement mal que par moments je fermais les yeux et je repartais là-bas en 3e classe à écouter les émigrants chanter l'opéra et Novecento jouer on ne sait quelle musique et l'océan autour. Par l'imagination j'y allais et par les souvenirs. C'est tout ce qu'il te reste quelquefois pour sauver ta peau quand t'as plus rien. Bref, tout ça, c'était une histoire terminée. Et puis un jour, je reçois une lettre écrite par Neil O'Connor, l'Irlandais qui n'arrêtait pas de plaisanter. Mais cette fois, c'était une lettre sérieuse. Elle disait que le Virginian était rentré de la guerre tout déglingué, il avait servi d'hôpital flottant, et il était dans un tel état à la fin qu'ils avaient décidé de le couler. Ils avaient débarqué à Plymouth, le peu d'équipage qui restait, ils avaient bourré le bateau de dynamite, et un jour ou l'autre, ils l'emmèneraient au large pour s'en débarrasser. Boum! Et on n'en parle plus.
Après, il y avait un post-scriptum, il disait « T'aurais pas 100 $? Je te jure, je te les rendrai. » Et encore après, un autre post-scriptum, il disait « Novecento est pas descendu. » J'ai retourné la lettre dans tous les sens pendant des jours, puis j'ai pris le train qui allait à Plymouth. Je suis allé jusqu'au port, j'ai cherché le Virginian, je l'ai trouvé. J'ai donné un peu de fric au gardien qui était là. Je suis monté sur le bateau, je l'ai parcouru d'un bout à l'autre. Je suis descendu à la salle des machines. Je me suis assis sur une caisse qui avait l'air d'être bourrée de dynamite. J'ai ôté mon chapeau, je l'ai posé par terre. Et je suis resté là en silence, immobile, à le regarder. Dynamite aussi sous ses fesses, dynamite partout. À croire qu'il le savait que j'allais venir, comme il savait toujours les notes que tu allais jouer. Avec cette tête vieillie, mais d'une belle façon, sans fatigue. Les mains blanches, la veste bien boutonnée, les souliers brillants. Dans la pénombre, on aurait dit un prince. Il n'était pas descendu, il allait sauter avec le reste au milieu de la mer. Le grand final avec tous les gens qui regardent au bout du quai sur le rivage le grand feu d'artifice. Sur ce navire englouti par l'obscurité, mon dernier souvenir de lui, c'est une voix, juste une voix qui parle. Toute cette ville, on n'en voyait pas la fin. Et ce bruit, sur cette maudite passerelle, c'était très beau tout ça, et moi j'étais grand avec ce manteau. J'avais une sacrée allure, et bien sûr j'allais descendre, c'était garanti, pas de problème. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a arrêté, c'est ce que je n'ai pas vu. Tu peux comprendre ça, mon frère, c'est ce que je n'ai pas vu. Je l'ai cherché, mais ça n'y était pas. Dans toute cette ville immense, il y avait tout, mais de fin, il n'y en avait pas. Ce que je n'ai pas vu, c'est où ça finissait tout ça. Imagine maintenant un piano. Les touches ont un début et les touches ont une fin. Toi, tu sais qu'il y en a 88. Elles ne sont pas infinies, elles. Mais toi, tu es infini. Et sur ces touches, la musique que tu peux jouer, elle, est infinie. Voilà ce qui me plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi se déroule un clavier de millions de touches, des millions et des milliards de touches qui ne finissent jamais, ce clavier-là, il est infini. Alors sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret. Ce piano-là, c'est Dieu qui y joue. Nom d'un chien, mais tu les as seulement vus, ces rues? Rien qu'en rue, il y en avait des milliers. Mais comment vous faites là-bas pour en choisir une? Pour choisir une femme, une maison, une terre qui soit la vôtre, un paysage à regarder, une manière de mourir. Ce monde collé à toi et tu ne sais même pas où il finit. Et vous n'avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser à toute cette énormité, d'y vivre? Moi, j'y suis né sur ce bateau, et le monde y passait, mais par 2000 personnes à la fois. Et les désirs, il y en avait aussi des désirs, mais pas plus que ce qui pouvait tenir entre la proue et la poupe. Tu jouais ton bonheur sur un clavier qui n'était pas infini. C'est ça que j'ai appris. La terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un trop long voyage, une femme trop belle, un parfum trop fort, une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Essaie de comprendre, mon frère, avec tout ce monde dans les yeux, terrible mais beau, et la peur qui me ramenait en arrière, le bateau encore et toujours, ce monde dans les yeux, toutes les nuits à nouveau, l'envie de descendre, la peur de le faire, et à force tu deviens fou. Il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par l'imaginer et après je l'ai fait. Moi qui n'avais pas été capable de descendre de ce bateau pour me sauver moi-même, je suis descendu de ma vie, marche après marche. Et chaque marche était un désir, à chaque pas un désir auquel je disais adieu. Je ne suis pas fou, mon frère. On n'est pas fou quand on trouve un système qui vous sauve. La folie, ça n'a rien à voir. C'est le génie, ça. La perfection. Les désirs déchiraient mon âme. J'aurais pu les vivre, mais j'y suis pas arrivé. Alors je les ai ensorcelés et je les ai laissés l'un après l'autre derrière moi
Toutes les femmes du monde, je les ai ensorcelées en jouant une nuit entière pour une femme, une. Elle balançait sa tête au son de ma musique, sans sourire, sans baisser les yeux, une nuit entière. Et quand elle s'est levée, ce n'est pas elle qui est sortie de ma vie, c'était toutes les femmes du monde. Le père que je ne serai jamais, je l'ai ensorcelé en regardant un enfant mourir, pendant des jours entiers assis auprès de lui. Et quand il s'en est allé, en me regardant dans les yeux, ce n'est pas lui qui est parti, mais tous les enfants que je n'ai jamais eus. La terre qui était la mienne, quelque part dans le monde, je l'ai ensorcelée en écoutant chanter un homme qui venait du nord. Et en l'écoutant, tu voyais tout. Tu voyais la vallée, les montagnes, la rivière qui descendait, la neige l'hiver, les loups dans la nuit. Et quand cet homme a eu fini de chanter, alors ma terre, où qu'elle se trouve, a été finie à jamais. Les amis que j'ai désiré avoir, je les ai ensorcelés en jouant pour toi et avec toi ce soir-là. Et dans tes yeux, je les ai vus tous, mes amis bien-aimés. Quand tu es parti, ils s'en sont allés avec toi. J'ai dit adieu à l'émerveillement quand j'ai vu les icebergs géants de la mer du Nord s'écrouler, vaincus par la chaleur. J'ai dit adieu au miracle quand j'ai vu rire ces hommes que la guerre avait démolis. J'ai dit adieu à la colère quand j'ai vu ce bateau qu'on bourrait de dynamite. J'ai dit adieu à la musique, à ma musique, le jour où je suis arrivé à la jouer tout entière dans une seule note, d'un seul instant. Et j'ai dit adieu à la joie en l'ensorcelant elle aussi quand je t'ai vu entrer ici. Ce n'est pas de la folie, mon frère, c'est de la géométrie, c'est un travail d'orfèvre. J'ai désarmé le malheur, j'ai désenfilé ma vie de mes désirs. Si tu pouvais remonter ma route, tu les y retrouverais les uns après les autres, ensorcelés, immobiles, arrêtés là pour toujours, jalonnant le parcours de cet étrange voyage que je n'ai jamais raconté à personne, sauf à toi. Je la vois déjà, la scène, à l'arrivée là-haut avec le gars qui cherche mon nom sur la liste et qui ne le trouve pas. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez? Novecento. Nozinski, Notabarbolo, Novalis, Novak. Et c'est parce que je suis né sur un bateau et j'y suis mort d'ailleurs. C'est peut-être marqué quelque part. Un naufrage. Non, sauter en l'air. 6 quintaux et demi de dynamite. Boum! Et tout va bien maintenant. Oui, très bien, enfin. Il y a juste cette histoire de bras. Un bras qui a disparu. Il vous manque un bras. Oui, c'est dans l'explosion. On doit en avoir un ou deux par là. C'est lequel? Le gauche. Aïe, j'ai bien peur qu'on n'ait que 2 droits. 2 bras droits? Ça vous ferait problème en cas si vous preniez un bras droit. Un bras droit à la place du bras gauche? Oui, non, tout compte fait, mieux vaut un droit que rien du tout. C'est ce que je pense aussi. Attendez un instant, je vais vous le chercher. Et si jamais je repassais dans quelques jours et que vous en ayez reçu un gauche? Oh, zut, j'ai un blanc et un noir. Ah non, la même teinte. La même teinte, ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les nègres, hein, mais c'est juste que... La poisse, toute une éternité là-haut au paradis avec 2 mains droites. Allez, maintenant on va faire un beau signe de croix, et tu ne sais jamais laquelle utiliser. Toute une éternité, des millions d'années à passer pour un débile. Mais quand même, tu imagines cette musique avec ces mains-là, avec 2 mains droites, 2, évidemment, à condition qu'il y ait un piano. C'est de la dynamite que tu as sous les fesses, mon frère. Allez, lève-toi de là et va-t'en. C'est fini. C'est fini pour de bon cette fois. Bravo! Merci à vous tous d'être, à vous toutes et à vous tous d'être là, d'être venus ce soir. C'est très sympa d'avoir une salle bien remplie. Merci à l'Anjac, à la commune, à la médiathèque. Très sympathique, un accueil vraiment chaleureux, sympathique. Moi qui viens de Haute-Savoie, voilà, je découvre avec beaucoup de plaisir ce lieu. Merci.